Bonjour à tous, c'est Cyril pour limpers.com. Aujourd'hui, je vais jouer sur 4 tables de No Limit 200 Short Ended sur PokerStars. Et durant cette vidéo, je vais jouer un peu plus loose que ce que j'ai fait durant les vidéos précédentes. Je vais essayer de mettre un peu plus de pression à mes adversaires, que ce soit pré-flop ou post-flop, essayer de les 3-BT en position, également 3-BT leurs ouvertures au bouton, et voir comment nos adversaires vont s'adapter à mon agressivité. Également nous, comment on pourra faire face au fait qu'ils vont nous donner moins de crédit sur nos continuation bet par exemple. Et on abordera également à la fin de la vidéo les significations sur les données liées au tracker. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser ce genre de questions, donc on essaiera d'y répondre à la fin de la vidéo. Alors passons à l'action. Sur la table numéro 4, je relance Valet 9 suité au bouton, malgré qu'on ait un joueur assez short en big blind, également un joueur loose. Mais Valet 9 c'est une main trop forte à folder, je peux pas folder au bouton. Et je vous conseille également de regarder la table numéro 1 parce qu'on a une main qui est en train de se dérouler qui va être intéressante. Alors sur la table numéro 4, donc je relance Valet 9 au bouton, je suis payé par la big blind et on trouve un board SI. Le joueur en big blind est très loose, on remarque qu'il a des stats 65-27, donc un joueur qui joue 65% des mains. Donc je vais pouvoir tirer vraiment beaucoup de profit en continuation bet ce flop. Il aura assez peu souvent un as et sans as il va devoir folder. Donc ici j'ai un c-bet assez standard à faire. Alors sur la table numéro 1, on a le joueur QWERTYman 1 qui relance UTG et la big blind qui paye. Et donc ils sont les deux à avoir ce flop. Alors tout d'abord ce qu'on peut déjà remarquer c'est que le joueur QWERTYman 1 est plutôt tight. Il a des stats 20-16, donc un joueur qui globalement a assez de tags. Et ici il relance UTG, donc il aura une sélection de mains d'autant plus stricte qu'il a UTG. Et donc sur ce flop, 12-6-85, décide de donc bet le flop. Sur la table numéro 4, je sais bet et prends le pot. Alors, quand 12-6-85 donc bet ce flop, c'est-à-dire qu'il mise le flop alors qu'il n'a pas eu l'initiative pré-flop, qu'il a simplement payé une relance pré-flop. C'est rarement un bluff sur ce type de board en particulier, surtout face à un joueur UTG. Ce donc bet, c'est souvent quelque chose du type brelan 4, brelan 10, brelan de valet. Ça sera jamais une main type as valet, mais c'est soit une grosse main type un brelan voire une double paire valet 10, ou alors un draw, une main type roi dame, dame 9, 9 8. Et QWERTYman décide de le relancer. Alors quand QWERTYman, un joueur tight, relance le donk bet sur un board où il s'attend probablement pas à ce que 12-6-85 fold sur son raise, c'est qu'il a une main légitime, c'est qu'il a soit un brelan, soit une overpair ici. En gros c'est voilà, c'est soit brelan de 10, brelan de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Dans cette situation. Et ça n'empêche pas du 6-85 de donc bet à nouveau le turn. Alors par expérience, c'est jamais un brelan, on a identifié sa range au flop comme étant soit une grosse main type brelan ou voire double paire valet 10. Quand il continue à donc bet le turn, c'est jamais ce type de main. Avec un brelan de 4, il aurait soit 3 bet le flop, soit check raise le turn, mais c'est jamais personne n'utilise jamais cette ligne avec un brelan. Donc du coup, j'aurais tendance à penser que le 6 de carreau a aidé sa main d'une certaine manière. Et probablement ça lui donne maintenant un combo draw, une main type roi dame de carreau, dame 9 de carreau, 9 8 de carreau qui lui donne un tirage quinte avec également un tirage couleur. Ce serait vraiment le type de main sur lequel je le mettrais à l'heure actuelle. Et QWERTYman donc décide de payer. Donc voilà, sa range reste tout le temps identique. Et voilà, donc 12-6-85 décide de chip la rivière sur un valet, offsuit. J'aime pas du tout, vraiment pas du tout le move de 12-6-85. Alors c'est vrai qu'il a aucune chance de gagner le coup si la main fait check-check avec dame haute, il va évidemment perdre. Par contre, il va également tout le temps se faire payer quand il fait tapis ici. Quand QWERTYman call le turn, c'est jamais pour folder la rivière. Donc le shove de 12-6-85 à la rivière ressemble vraiment à un bluff du désespoir. Il a aucune chance de gagner le coup si ça fait check-check, donc il essaye de sauver le coup en essayant de faire tapis, essayer de faire folder son adversaire.
Le problème c'est que voilà, comme je disais, Quartyman ne va jamais folder. J'aime pas du tout son shove à la rivière. Voilà, tout le temps se faire payer. C'est pas parce qu'on a aucune chance de gagner le coup qu'il faut faire tapis. Quelquefois, il faut abandonner le coup et se dire que euh, essayer de sauver les meubles, quoi. Voilà, et il pouvait sauver ce qui lui restait. Il allait tout le temps se faire payer. J'aime pas du tout, vraiment, j'aime pas ce tapis à la rivière ici. Également, durant cette vidéo, on va voir qu'on aura des adversaires qui vont être assez agressifs post-flop. Et on a un exemple sur la table numéro 3 à l'heure actuelle. Donc on a le joueur Not Popper qui relance UTG plus 1. Il se fait payer par Crazy Monkey au bouton. Et on a un board assez semi-drawy avec des petites cartes. Et donc Crazy Monkey décide de relancer le c-bet de Not Popper ici. Sur un board qui aura raté évidemment toutes les overcards que peut avoir Not Popper, type 1, type As-Roi, As-Dame, enfin toutes ces face cards qui aura raté ce flop. Et donc Crazy Monkey réfléchit un peu, essaye de faire un peu de cinéma et va finir par folder. Donc c'est vrai qu'à partir de la NL200, vous allez rencontrer des joueurs qui sont capables de raiser bluff. C'est quelque chose qui se fait un peu moins sur les limites inférieures. Et de manière générale, plus vous allez monter de limites, plus les joueurs sont agressifs, que ce soit pré-flop et post-flop. Et voilà, donc c'est quelque chose à être... il faut être conscient de ça. Il va falloir essayer de s'adapter également à l'agressivité de vos adversaires. On aura une situation un peu plus tard où justement on pourra en discuter davantage. Et sur la table numéro 3, on a un coup avec 3 joueurs. Et quand un Crazy Monkey relance ce flop, par contre là c'est jamais un bluff, c'est soit une main type brelan. Il n'y a pas vraiment de double paire, mais soit un brelan, soit un combo draw. Ou soit un nut flush draw, soit un combo draw type valet 10 de carreau, 7-8 de carreau, quelque chose dans ce genre là. Une main avec laquelle il veut mettre tout l'argent au milieu, qui va jamais folder. Donc sur la table numéro 3 maintenant je décide de relancer As-3 off au cut-off. Je suis payé par la small blind, qui est un joueur plutôt loose. On a un échantillon de main assez faible, mais durant la vidéo remarquez qu'il est qui va garder ses mêmes stats qu'un joueur plutôt loose. On a un board semi-drawy. Je pense pouvoir lui faire folder quand même un certain nombre de mains sur ce flop, qui n'ont pas connecté de manière assez forte avec ce flop. Par contre, quand il décide de miser la turn, avec et ça, pas grand chose à faire si ce n'est folder. Je décide d'abandonner le coup. Sur la table numéro 3, on a le bouton qui relance comme il le ferait très souvent, et j'ai As-Roi en big blind. Donc ici je vais évidemment sur-relancer pour value. Ma main est beaucoup plus forte que sa range d'ouverture au bouton. Et ce qui va être intéressant à noter, c'est la taille de mon raise, donc je relance à 24. Et d'une manière générale, j'ai tendance à relancer un peu plus quand je 3-bet hors position, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait que je sois hors position m'embête, et si je viens gagner le coup pré-flop, ça me va très bien. Voilà, la position est vraiment un avantage énorme. Donc si je peux gagner le coup directement pré-flop quand je suis hors position, ça me va très bien. Et également, en relançant un peu plus fort, ce que j'essaye de faire, c'est de diminuer le ratio entre la taille de mon tapis et la taille du pot en fait. Du fait que le ratio sera plus faible, à partir du moment où je vais toucher une partie du flop, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de folder, et ça va également donner moins de marge de manœuvre à mon adversaire qui sera en position. C'est-à-dire mon adversaire aura moins de choix disponibles pour essayer de m'outplay post-flop quand le pot est déjà assez gros et qu'il me reste pas grand-chose derrière. Donc l'idée c'est vraiment de relancer un peu plus, comme ça va limiter l'avantage que peut avoir votre adversaire qui est en position sur vous. Et par contre s'il avait relancé au cutoff et que j'étais au bouton avec As-Roi, j'aurais simplement relancé à 18 ou voire 20, enfin, ce type de relance, parce que là au contraire ça me dérange vraiment pas d'être payé, et du coup cette fois-ci c'est moi qui est en position et c'est moi qui vais pouvoir manœuvrer le pot, faire un peu ce que je veux en position, et ça me dérange beaucoup moins d'être payé quand je suis en position, alors qu'hors position je préfère éviter et je préfère diminuer l'avantage que pour avoir mon adversaire qui sera en position. Donc c'est les raisons qui font que je vais varier la taille de ma relance dans cette situation là.
Sur la table numéro 1, on a un joueur qui vient d'arriver en big blind et je trouve 7-5 suité en small blind. Face à un bon joueur en big blind, j'aurais tendance à vraiment jouer tight en small blind. Ça va être difficile pour moi de pouvoir jouer 7-5 suité de manière profitable face à un bon joueur qui aura la position sur moi. Donc d'une manière générale, je vais jouer plutôt tight hors position face à un bon joueur en big blind. Ici, c'est un joueur que je connais pas du tout, donc ça va être l'occasion de le connaître avec ce 7-5 en small blind. Alors, on trouve un board super dry, SI, un board que je vais c-bet vraiment avec toute ma range ici. S'il a pas d'as, ça va être assez difficile pour lui de pouvoir continuer dans la main jusqu'au bout. Donc on a un c-bet assez standard à faire. Et s'attendre à ce qu'il fold assez souvent. Mais je me fais payer ici. Alors, la turn est intéressante, elle me donne une gutshot. Donc maintenant un 3 me donne une quinte, et également un tirage couleur backdoor. Donc ce qui est intéressant avec ces deux tirages, c'est qu'ils sont tous les deux cachés. C'est-à-dire que voilà, des tirages backdoor, c'est assez difficile pour votre adversaire de vous mettre sur ce type de main. Donc ce qui me permettra de pouvoir me faire payer si jamais je viens de toucher un de mes outs. C'est également possible qu'au flop il me paye avec une main type paire de 6, paire de 7, parce qu'il s'attend probablement à ce que je c-bet 100% de ma range sur ce board, et il aura raison. Donc en seconde barrel en cette turn, je vais pouvoir lui faire folder une main type paire de 6, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir payer un second barrel avec ce type de main. Néanmoins, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que faire des secondes barrels sur des boards ace-high, sur ce type de board en particulier, c'est pas souvent une bonne chose, et sans mon draw, sans vraiment ce draw backdoor, j'aurais pas seconde barrel cette turn. Quand vous seconde barrelez, n'essayez surtout pas de faire folder à votre adversaire top pair. C'est voilà, personne ne fold top pair maintenant. Donc voilà, ici c'est vraiment parce que je trouve un draw caché, que je peux lui faire folder un certain nombre de mains, des mains principalement des types pocket pair ou peut-être un float, je sais pas ce qu'il pouvait avoir. Mais bon. Alors par contre à la rivière, c'est là où ça devient super intéressant, c'est que je trouve la carte magique, le 3, c'est la meilleure carte que je pouvais trouver pour mon draw. Parce que ça me donne un draw vraiment super caché. Et ici, ce que je décide de faire, c'est de miser beaucoup. Je vais miser 60 dans 65. Et je choisis ce bet sizing parce que ça ressemble vraiment à un bluff. Et la raison, c'est que je relance pré-flop. Je c-bet un board SI, je seconde barrel un board SI. Donc il pense probablement que j'ai une main type As-Roi, Dame, As-Valet quand je seconde barrel la turn. Et finalement, quand je bet le pot à la rivière, alors qu'il y a 4-4 pour la straight, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir 5 pour avoir la straight, ma ligne ressemble vraiment à un bluff. Voilà, il s'attend probablement pas à ce que je bête autant avec une main type As-Roi, Dame peut-être, sur un board avec 4 cartes pour la straight. Donc en fait, du fait que je trouve un draw backdoor bien caché et que ma ligne ressemble vraiment à un bluff quand je mise beaucoup, je pense qu'il me paye autant si je mise beaucoup que pas beaucoup. Donc ici je décide de faire un gros bet et m'attendre à ce qu'il me paye assez souvent en espérant catcher un bluff. Qui réfléchit un peu. Et il avait As-7 si je me souviens bien. Ouais, voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est que finalement, un gros bet à la rivière, ça ressemble vraiment à un bluff. Parce que voilà, ça ressemble à rien du tout ma ligne. Ma ligne, quand je mise flop, mister, on avait fait un bet pot à la rivière, ça ressemble vraiment à rien. Et je m'attendais à me faire payer souvent par un as ici. Turn numéro 1, je vais relancer 6-7 suited au cutoff, relance tout à fait standard. Et j'ai relancé Roi-Valet également sur la table numéro 3 UTG, par contre c'est une relance un peu plus loose. Et on trouve un board semi, plutôt drawy sur la table numéro 3. Du fait que j'ai relancé UTG, je vais c-bet ce flop parce que j'ai globalement une range assez forte quand je relance UTG. Mais bon, je m'attends quand même à me faire check raise sur ce flop un certain nombre de fois, vraiment un nombre de fois non négligeable. Oh mais bon, King High, si je peux prendre le pot tout de suite, ça me gêne pas. Et malheureusement je me fais check raise, il n'y a pas grand chose à faire avec King High sur ce flop, donc je vais folder. Sur la table numéro 1, je relance 6-7, je me fais 3 bêtes par la small blind, un call de la big blind. On est semi-deep en plus avec la big blind, donc si je décide de payer et d'aller voir un flop en position face à deux adversaires. Par contre là j'aurai totalement le flop. Quartyman aura également plutôt une main forte en ayant call un 3 bêtes en big blind. Donc ici je vais pas tenter de move ou faire quoi que ce soit sur ce flop. Et je vais turbo muck ce flop.
Ouais, quand QWERTYman mise ce flop, il a vraiment, ouais, il a très souvent une grosse main sur ce spot là. Alors sur la table numéro 2, on a joueur au cutoff qui relance et je décide de 3-BT avec Dame 3 suited au bouton. Alors je vais donner quelques explications là-dessus. Donc tout d'abord, évidemment je ne relance pas pour la force de ma main, Dame 3 c'est vraiment une poubelle. Par contre ce que j'essaye de faire c'est de mettre la pression sur mon adversaire, cultiver une image agressive. Ça va être très difficile pour lui de pouvoir continuer avec la majorité des mains qui relancent au cutoff. Il va devoir folder la majorité de ses mains qui sont pas suffisantes pour pouvoir continuer. Et j'ai également la position. Et avec la position, je m'attends à pouvoir c-bet la majorité des flops et gagner souvent en faisant un c-bet sur le flop face à un joueur hors position qui va abandonner souvent. Donc je décide de faire un move assez agressif ici en 3-bettant Dame 3 suited au bouton. Voilà. La big blind qui a une grosse décision à faire. Donc hold on call rapidement. Et on trouve un flop 10, 9, 10, valet 9, 10, spade draw, avec un tirage couleur pique. Et c'est le type de flop où je m'attends à me faire check raiser super souvent. Je pense que c'est un flop qu'il a touché quand il paye un 3-bet hors position. Vraiment, j'ai pas envie de faire un c-bet sur ce flop. J'ai un tirage quinte par les deux bouts. Ça m'embêterait de me faire check raiser. Je m'attends vraiment à me faire check raiser sur ce flop super souvent. Donc ici, je décide de checker derrière et essayer de trouver un de mes 8 outs pour trouver la quinte. Donc c'est ce qui se passe au turn. Et il mise 12 dans 37, je crois, quelque chose comme ça. Alors ici, la question se pose, est-ce que je relance, est-ce que je paye? Ici, je décide de payer. Parce que en payant, j'ai une range beaucoup plus large que si je relance. C'est-à-dire qu'en payant, j'ai souvent une main marginale. Une main type, je sais pas, une paire, voire deux paires, quelque chose dans ce genre-là. Et je préfère garder une range large ici et également lui laisser l'opportunité toujours de continuer à miser la rivière. Et préférer un raise à la rivière. Donc ici, il mise 36 dans 60 et quelques. Et là, je vais relancer. Je vais pas relancer beaucoup, je vais faire un petit raise. S'il a un bluff, enfin s'il misait un bluff, il va évidemment folder, mais c'est également possible qu'il me paye avec une main type double paire. S'il est en train de faire un fin value bet, je sais pas, avec une main type valet 10, type ouais, top 2, voire un brelan, il peut très souvent avoir un brelan sur ce board là. Donc je vais faire un petit raise et espérer me faire payer par ce type de main. Donc la taille du pot était à 123, mais je vais faire un raise beaucoup plus petit parce que je pense qu'il a une main assez faible sur ce board, même si c'est une double paire ou un brelan, il aura pas une main si forte que ça, donc il décide de payer avec un... Il avait brelan de valet, ouais, donc j'allais me faire check raiser sur ce flop évidemment, face à top 7. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé finalement. Et on a pu voir justement l'avantage de la position. Hors position, j'aurais jamais pu jouer cette main de cette manière-là, je l'aurais même pas joué du tout. La position, c'est vraiment un avantage considérable et qui m'a permis de gagner cette main. Sur la table numéro 1, face à un joueur qui mine raise UTG avec As-Roi UTG plus 1, mon objectif c'est de mettre tout son stack au milieu, donc je vais commencer à faire ça en relançant préflop. Et s'il fait tapis, je vais coller assez rapidement. Malheureusement, il fold. Voilà, bonne carte là avec les dames UTG. On se fait payer par le bouton cut-off en un point heads up sur un board super connecté, valet 18, toujours une overpair. Alors,
Je me fais payer sur ce flop. Je m'attends à ce qu'il me relance si je suis battu sur ce flop, que ce soit avec valet 10, que ce soit avec un brelan sur ce flop. Jamais il va payer, simplement payer. Il va très très souvent me surrelancer sur ce flop quand il bat paire de dames. Par contre, je pense pas qu'avec paire de dames je puisse prendre 3 streets de value. Je peux pas. Je pense pas que je puisse. Enfin, si vous voulez, avec même la turn, je pense que j'ai toujours très souvent la meilleure main, à moins qu'il ait roi valet, roi 10. En gros, j'ai toujours la meilleure main au turn. Mais je pense pas que je vais pouvoir miser le turn encore et encore miser la rivière derrière. Je pense que c'est une main où je vais pouvoir prendre seulement 2 streets de value. Donc je décide de checker le turn et je vais miser la rivière par contre pour value. Bon, le roi est une très bonne carte là, je suis certain d'avoir l'air main, donc je vais value bet mes deux paires en roi dame. Il fold. Alors, sur la table numéro 1, table numéro 3, je relance roi valet. En roi valet off au cut-off, je suis payé par la small blind. Et on trouve un board où je trouve top pair. Alors, quand ce joueur particulier là donc bet ce flop, tout à l'heure je disais sur la table numéro 1 quand on avait la main avec dame 9 contre les rois, je disais que le joueur du 6,85 a touché une partie du flop quand il donc bet. Sur la table numéro 3 par contre c'est totalement différent, on a un joueur qui joue de manière super bizarre et quand il donc bet ce flop, je m'attends à ce qu'il ait absolument rien. La majorité du temps je m'attends déjà à ce qu'il soit drawing dead au flop face à ma top pair. Si j'avais rien du tout, genre si j'avais, je sais pas, si j'avais valet 10, j'aurais relancé son long bet parce que je m'attends à ce qu'il ait absolument rien et qu'il fold tout le temps. Par contre ici avec top pair, ce que j'essaie de faire c'est que je vais essayer de simplement payer, je vais payer jusqu'au bout, essayer de le laisser continuer à bluffer dans cette situation là. Et quand il check la turn par contre, je vais miser. Sur la table numéro 2, on a un min raise au cutoff. Je décide de compléter avec As Valet en small blind. Ça nous permet de voir un flop à 3 où j'ai totalement raté le flop. Mais le cutoff va miser 2 dans 11. Donc ici avec une main qui quelquefois est la meilleure main. As Valet quelquefois c'est la meilleure main. Enfin c'est une mise à 2 dans 11. Avec une overcard, backdoor quinte. Je paye les 2$. Donc au turn on trouve le tirage, la quinte backdoor qui se dessine. Il mise encore 2 donc évidemment je vais payer. Et la rivière c'est là où ça va devenir marrant. C'est qu'il check à la rivière avec brelan en 8. Son check, bon, j'en ai pas payé à la rivière, mais son check est plutôt horrible. Je sais pas, il a peur de la flush, j'imagine, mais j'ai jamais une flush quand je paye 2 au turn, enfin 2 au flop, 2 au turn. Si j'avais un tirage flush face à un tapis aussi petit sur ce type de board en particulier, pardon, j'aurais tout le temps envoyé tapis au flop, donc ouais, j'aime pas du tout son check. Alors sur la table numéro 3, on a le joueur qui joue beaucoup de mains, qui relance, décide de payer avec roi dame en big blind et on trouve un board roi high. Et face à ce type de joueur en particulier, je vais jouer ma top pair de manière super agressive parce que ce joueur là n'aime pas folder. Je vais considérer vraiment que j'ai les notes avec roi dame sur ce flop là contre ce joueur en particulier face à un autre joueur, face à un tag qui aurait relancé dans cette position là avec roi dame. Déjà c'est pas sûr que j'aurais complété, enfin que j'aurais joué en big blind avec roi dame, mais j'aurais probablement pas joué de mon roi dame de manière aussi agressive que je vais le faire contre lui. Euh, voilà, principalement j'essaie de m'adapter à ce joueur là qui n'aime pas folder, qui fait un peu n'importe quoi, donc je vais jouer vraiment mon roi dame de manière super agressive et je vais check raiser ce flop avec top pair. Et il fold. Donc il min-raise encore une fois UTG. Il va faire souvent ça, il va souvent min-raiser. Sur la table numéro 1,
avec As-6 de trèfle face à un short stack qui ouvre au bouton. Ici, je vais envoyer la boîte. Pas de question à se poser. On a beaucoup de fold equity face à sa range d'ouverture au bouton. On a un As. Même quand on est payé, on n'est pas si loin derrière que ça. Donc, on a un shove assez facile à faire. Alors sur la table numéro 3, je relance Dame 5, suité au bouton, il me 3-bet min-raise, décide de payer. Je trouve un board avec une open-ended et une overcard. Je décide de checker back ce flop parce que c'est pas vraiment avec quoi il me check ce flop. Je m'attendais vraiment à ce qu'il mise ce flop en fait. Et j'étais un peu surpris qu'il le check, donc j'ai préféré checker derrière. Et essayer de trouver un de mes outs. Et j'abandonne à l'arrière quand je n'ai rien touché. Alors paire de 7 au cutoff, il y a une relance tout à fait standard à faire. On va jouer une nouvelle fois contre le même joueur. Et on trouve un bon flop pour notre paire de 7. Alors, il donc bet encore une fois ce flop. Encore une fois, je pense avoir très souvent la meilleure main avec paire de 7 ici. Je décide de le payer. Ici, on pourrait peut-être envisager un raise pour gagner le pot tout de suite avec notre paire de 7. On a très souvent la meilleure main. Il va folder tellement souvent que relancer peut pas être si mal que ça. Et si je décidais de le payer et de payer encore la turn et très souvent encore la rivière parce que je m'attends à ce qu'il donc bête vraiment un peu tout n'importe quoi. Il peut donc bêter As-3, As-2. Il peut donc bêter quelquefois il aura également une main type 4 et 5. Mais la majorité du temps il aura vraiment totalement R. Donc ici je vais pas folder avec ma paire de 7. Et sur la table numéro 4 on a les rois UTG plus 1. Joueur UTG qui relance. Donc ici je décide de le 3-bêter. On n'a pas de joueur très agressif derrière qui pourrait être susceptible de squeezer. C'est un peu ce que je recherche si je viens coller avec les rois. Ici, je suis pas sûr que ça arrive, d'autant plus qu'on a une relance UTG et un call UTG plus 1, donc je pense pas qu'on ait des squeezes super light de la part de ces joueurs. Donc je préfère directement relancer ici et construire un pot pré-flop avec une très bonne main. Donc sur la table numéro 3, il seconde barrel 8 à la turn, une dame, c'est une overcard de plus, mais je pense très souvent encore avoir la meilleure main. Donc je vais encore payer une nouvelle fois. Là, c'est la rivière et pas une bonne carte. D'autant plus qu'il il va poter la rivière. Sur la table numéro 4, donc on trouve top brelan. C'est bête standard à faire comme je le ferai très souvent ici. Donc je vais également le faire avec mon brelan, puisqu'on a un board assez connecté, il peut me payer avec un certain nombre de mains. Donc ici je décide de se bet ce flop avec mon brelan de roi. Alors sur la table numéro 3, il hésite et il mise 40, enfin voilà, il mise le pot, il mise 40 dans 40. Par contre, là, je pense pas qu'il bluffe. Je pense que la majorité, enfin ça, je parle un peu par expérience, mais quand les joueurs font un bluff, généralement, ils font pas des bluffs gros. Généralement, quand ils font des bluffs, ils font des petits bluffs. Ils misent, s'il aurait misé par exemple 20, j'aurais probablement payé parce que je pourrais plus m'attendre à un bluff. Quand il mise 40 dans 40, je pense qu'il a souvent, là, cela a souvent amélioré, que ce soit avec 4 et 5, ou que ça lui donne une double paire As-3, As-2. Donc je décide d'abandonner quand il mise autant la rivière. Alors par contre, à suite, la face à l'ouverture du joueur short stack, je vais folder. Il ouvre, cette fois-ci, il ouvre en UTG plus 1. Il n'était pas au bouton comme la main précédente. Je vais folder moi ensuite ici. Le valet 5 sur la table numéro 4. On va folder. Mais on a le joueur Quartiman donc qui 3 bet en small blind. Payé par le bouton. Et on trouve un board très drawy. Dame 8-9. Alors check. Check.
Et en fait, ça va mettre en valeur un concept que j'ai expliqué dans la précédente vidéo qui concerne euh, qui parlait des ranges de 3 bêtes et notamment 3 BT ou pas les petites paires. Donc ici, Quartyman avait paire de 4. Et vous remarquez dans le type de situation super difficile dans laquelle il se met en 3 bêtes en paire de 4 hors position. Avec paire de 4, quand il 3 bêtes paire de 4 ici, et qu'il se retrouve sur ce flop, il a une main avec de la value au showdown, son adversaire n'a pas de paire, et que ça check jusqu'au bout, il va gagner la main. Le problème c'est que sur ce type de flop avec paire de 4, on peut pas faire grand chose si ce n'est check foldé. C'est super difficile de jouer vraiment des petites paires hors position, donc j'aime pas trop son 3 bêtes ici avec paire de 4. Et d'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus là, je vous encourage à regarder la précédente vidéo où je discute un peu plus longuement de ce principe là. Sur la table numéro 4, avec As5 suité au bouton, je vais décider de 3BT le joueur qui est ouvert UTG plus 1 là. Encore une fois, le 3 bêtes en position sans main redoutable. Et ça va être difficile pour lui de pouvoir jouer la majorité des mains qui relancent UTG plus 1 face à un raise au bouton, de jouer la main hors position. Ça va être vraiment très difficile pour lui de pouvoir faire quoi que ce soit. Par contre, je me suis un peu trompé dans le bet sizing, j'ai lancé 22, j'ai pour habitude de relancer un peu moins que ça, mais bon, c'est un misclick. Rien de grave. Par contre, sur la table numéro 3, je décide de compléter avec Roi 8 suité face au joueur qui min raise. Mais sur ce flop, par contre, pas grand chose à faire. Et sur la table numéro 4, donc il fold sur mon 3 bet. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on commence vraiment à cultiver une image agressive. Sur l'ensemble des tables, on est pas mal actif. On remarque, voilà, on a les stats all des managers qui sont affichés, donc on est plutôt actif sur l'ensemble des tables. On a 3BT déjà plusieurs fois beaucoup de joueurs. Et ça va être intéressant justement de voir comment ils vont s'adapter à ça. Et un peu plus tard, on pourra en discuter davantage. Alors, voilà ce que j'attendais sur la table numéro 3. On a les As face à notre joueur qui paye tout. Alors, on trouve un board très très connecté. Et on va discuter également rapidement de la table numéro 1 avec la paire de 10. Donc je lance paire de 10 UTG. Et on trouve un flop face à un joueur short stack où je me vois vraiment pas fold des paires de 10 sur ce board là. Donc l'objectif c'est vraiment mettre tout l'argent au milieu. Alors, donc sur la table numéro 1, quand il me check raise, voilà, je mets le tapis, il peut me check raise avec pas mal de tirages sur ce flop là, il peut me check raise peut-être avec un 9, je sais pas ce qu'il peut avoir, mais dans tous les cas, je vais pas fold des paires de 10 face à un joueur short stack, ici c'est easy shove. Donc sur la table numéro 3, quand il donc bet ce flop, je pense quand même qu'il a touché une partie de ce flop, c'est un board vraiment connecté, je m'attends pas à ce qu'il fold sur un raise. Donc ici, si j'avais pas les As, j'aurais pas relancé en bluff sur ce flop là, mais ici, bon, ici avec une main aussi forte que les As, je vais évidemment relancer pour value et m'attendre à ce qu'il me paye avec, je sais pas, avec un 7, un 8 ou un 10, enfin, qu'il me paye vraiment un peu tout avec n'importe quoi. Alors la 10 c'est pas vraiment une super carte parce que ça, c'est pas une carte qui m'embête plus que ça dans la mesure où je vais pas considérer folder au turn même quand le 10 double. Par contre, ce qui m'embête, c'est que maintenant j'ai plus vraiment de value à relancer la turn parce que si jamais j'ai beaucoup d'actions, c'est qu'il a un 10. Donc maintenant, ça m'embête dans ce sens-là, mais ça m'embête pas dans la mesure où je pense avoir très très souvent encore la meilleure main. Et d'ailleurs, je vais payer le turn ici. Mais par contre, voilà, ce qui m'embête, c'est que je puisse pas relancer. Et là où ça devient marrant, c'est qu'à la reverse, c'est le 3 de pique. Et donc là, ça va être intéressant. Vous allez voir. Attention. 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 Il réfléchit. Et il se dit que la meilleure chose à faire, c'est de folder. Voilà. Donc il open fold la rivière et je gagne le pot. Bon, il devait avoir absolument rien, j'imagine. Il voulait pas montrer sa main. C'était marrant. Alors, sur la table numéro 4, je relance paire de 9 UTG et je suis payé par le bouton. On va se retrouver tous les deux au flop.
quand les deux blindes auront foldé. Voilà. Alors, c'est un très mauvais flop pour ma main. Je n'ai pas de trèfle. C'est le type de main, c'est le type de flop où également je m'attends à ce que mon adversaire me raise sur mon c-bet assez souvent sur ce type de flop. Donc ici je préfère directement abandonner le coup. Si ça check jusqu'au bout, ben, c'est très bien pour moi, ça va me permettre de voir un showdown avec ma paire de 9. Mais ici je décide de pas mettre plus d'argent sur ce flop là avec ma paire de 9 sans trèfle. Avec un trèfle, j'aurais très bien pu miser ce flop, mais bon, sans trèfle ça me paraît assez difficile. Et sur la table numéro 3, donc on a As-Dame, on va relancer. Et alors, ce qui va être intéressant de noter, c'est que la main va se checker jusqu'au bout et que je vais gagner, donc sans trèfle sur ce board là. Et il avait, je crois, 8 et 6 de cœur. Alors c'est très bien de payer avec 8 et 6 de cœur en position. Quand je relance UTG, par contre, quand il paye avec 8 et 6 de cœur, il faut absolument qu'il tente des moves sur certains flops, qu'il n'essaye pas simplement de se contenter d'essayer de trouver une main très forte pour pouvoir mettre plus d'argent au milieu. Aussi sur ce flop, quand je check, avec 8 et 6, il a aucune chance de gagner le coup. Là, il aurait dû essayer de miser, essayer de me faire folder ma paire de 9. Donc ici, je vais rajouter une note du fait qu'il est très passif post-flop. Et ça me permettra justement de m'adapter un peu plus face à ce joueur-là. Et sur la table numéro 3, donc je trouve top pair, c'est bête assez facile à faire. Et voilà, si jamais vous payez avec 8 et 6 suité au bouton face à une ouverture UTG, il faut vraiment essayer de faire des moves post-flop, que ça soit miser quand le joueur check, ou check raiser certains flops, mais vraiment essayer de mettre de la pression sur votre adversaire. Alors, sur la table numéro 4, j'ai Roi-Dame au bouton. J'ai déjà été assez actif sur cette table-là face à ce joueur-là. Je l'ai 3-betté 2 mains auparavant. Donc ici, je décide de le 3-better encore une fois. J'ai une main assez décente qui joue assez bien post-flop. Donc ici, je vais le 3-better. Sur la table numéro 3, je relance As-6 suité UTG. Je me fais 3-better par le joueur UTG plus 1 ici. Évidemment, rien d'autre à faire si ce n'est folder. Pas grand-chose à faire. Et sur la table numéro 1, alors, je relance As-Roi au UTG plus 1. Le bouton me paye, il a 31 $, le pot fait 14. Et je trouve une 2 overcard et une gutshot, donc sur un board Dame 10 avec As-Roi. Il faut savoir que sur ce flop là, face à un joueur qui a 31 $, sur ce flop là, avec 2 over plus une gutshot, donc j'ai vraiment une très bonne equity dans la main face à sa range de call au bouton. Ce que je me dis, c'est que je vais pas folder sur ce flop là. C'est que si je mise et qu'il envoie tapis, je vais payer avec As-Roi parce que j'ai beaucoup trop d'equity pour faire quoi que ce soit d'autre que bet call dans cette situation. Donc ici, ce que je me dis, c'est que vu que je sais que je vais forcément payer son tapis si je mise, alors est-ce que je peux maximiser mes gains quand il a rien du tout? Donc c'est ce que je décide de faire en check raising all-in ce flop là finalement, parce que ça revient au même que si je mise et qu'il me fasse tapis avec une vraie main, je vais devoir payer quoi qu'il arrive. Donc si je check, il va peut-être miser avec, je sais pas, avec 6 et 7 par exemple, ça me permettra de gagner ce qu'il a misé. Donc je pense que cette ligne était assez intéressante sur ce flop là face à un joueur short stack avec une main avec autant d'equity que As-Roi sur ce board. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Encore une fois, c'est que sur ce flop là, si je mise et qu'il fait tapis, je vais pas folder. Donc comme là, voilà, maintenant ça me permet de faire tapis. Et s'il fold, bah, j'ai gagné 6 $, alors que si j'avais misé, il les aurait foldés. Donc ça me permet de maximiser les fois où il va bluffer dans ces situations. Ce qui a bien marché ici. Sur la table numéro 4, le joueur au bouton paye mon 3 bet. Et on trouve un board 9 2 3 de trèfle. On peut pas trouver un board plus dry que ça. Sur ce flop là, il aura très souvent rien du tout. Donc je vais CBT, m'attendre à ce qu'il fold assez souvent. Et ça va devenir intéressant dans la mesure où il va assez rapidement me check min raiser. Alors quand il me check min raise sur ce flop là, je me dis mais qu'est-ce que tu essayes de me faire croire que t'as déjà j'en ai parlé également dans la vidéo précédente, c'était au niveau de la défense, au niveau des petites paires type paire de 2, paire de 3 face à un 3 bet. Je vous conseille, j'encourage à regarder ça, c'était plutôt pas mal. Et je m'attends pas forcément à ce qu'il me paye avec paire de 2, paire de 3 pour les raisons que j'évoquais dans la vidéo précédente. Donc ici quand il me checkerait sur ce flop, ça ressemble vraiment à un raise bluff. Il y a vraiment peu de mains qui va relancer pour value sur ce flop.
À part un flush draw, qu'il a envie de mettre l'argent au milieu, la majorité du temps ça serait un bluff total, il aura absolument rien sur ce flop quand il me raise. D'autant plus que j'ai une image agressive, que je l'ai déjà 3 bêtes la main d'avant et qu'il avait foldé. Donc ici je m'attends vraiment à ce qu'il tente un move. Et pour ces raisons, je vais faire tapis tout simplement. Je m'attends vraiment à ce qu'il ait absolument rien très 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 souvent et qu'il fold. Donc ici, on va essayer de le rebluffer avec Roi Dame. Si jamais j'avais par exemple les As ici, si j'avais les As, j'aurais simplement payé. Et je l'aurais laissé continuer à je l'aurais laissé continuer à bluffer au turn, mais bon ici avec Roi Dame évidemment je peux pas simplement payer et le laisser continuer à bluffer. Donc je décide de faire tapis et il est insta fold, donc il avait vraiment absolument rien du tout ici. Mais justement ce qui est intéressant c'est que du fait de mon image agressive, ce joueur là a remarqué que j'étais agressif, il s'attend à ce que je 3-bet vraiment beaucoup de mains, il s'attend à ce que j'ai absolument rien sur ce flop, assez souvent, et c'est vrai, mais lui non plus il représente pas grand chose en me raisant sur ce flop là. Donc voilà. Alors sur la table numéro 2, je vais 3-better 6 et 7 suités. Donc ce jour-là que j'avais 3-betté quelques mois auparavant avec As-Roi, bon je savais pas que j'avais As-Roi parce qu'il avait foldé, mais également face à ce jour-là, je l'avais 3-betté également quelques mois auparavant. Donc ici je le refais une nouvelle fois avec 6 et 7 suités. Il paye également. Et je trouve middle pair sur ce flop, un flop plutôt connecté d'une manière générale. Donc je fais mon c-bet standard avec middle pair. Et il me min raise également. Alors, 2-3 petits mots sur la table numéro 4 avant. On a le joueur en big blind qui me 3-bet. Et ici je vais défendre As-Dame. C'est une main qui se joue plutôt bien post-flop en position. Donc ici, pas grand chose d'autre à faire si ce n'est payer et jouer la main en position. Alors pour en revenir à ce 6 et 7 suité face à un min raise du joueur au cutoff. Alors encore une fois, c'est un flop qui s'attend à ce que je rate la majorité du temps, que toutes mes overcards ont raté ce flop évidemment. Bon néanmoins, c'est un min raise, ça ressemble vraiment très souvent à un bluff. Il y a peu de personnes qui min raise pour value, quelquefois c'est avec un brelan, mais bon la majorité du temps c'est c'est une manière de faire un bluff pas cher. Voilà, il fait un min raise et il espère que je fold. Donc ici, je vais simplement payer parce que j'ai une main qui a de la value au showdown. Si je paye, il va assez souvent se calmer, il va souvent checker derrière. Donc ça me permettra de voir un showdown pas cher du tout. Quand il me minerait sur ce flop, si vous voulez, je m'attends pas vraiment à ce qu'il fasse ça avec un flush draw. Généralement, les gens qui font ça avec un flush draw, ils veulent se committer dans la main, ils veulent faire croire qu'ils peuvent plus folder derrière. Donc il aurait tendance à miser un peu plus avec un flush draw. Jamais il me relance avec un 10 pour value ici, même s'il a As 10, jamais il va me relancer pour value ici, il va simplement payer. Donc sa range c'est composé principalement de grosses mains, type un brelan par exemple, s'il a brelan de 4, brelan de 6, brelan de 10. Brelan de 6 c'est très peu probable vu que j'ai déjà un 6 dans ma main, bon c'est possible mais c'est improbable. Et quelquefois il aura également des gutshots type 7, 8, 8, 9. C'est une main avec laquelle il a peu de chances de gagner jusqu'au bout si ça va au showdown, mais si jamais je le paye, il a toujours un peu d'equity dans la main, il a toujours 4 out pour pouvoir avoir la meilleure main. Donc c'est vraiment le type de main contre lequel je m'attends à être en face. Et sur la table numéro 4, donc j'ai payé la relance avec As-Dame au bouton. Joueur c-bet le flop, je trouve top pair, top kicker. Je paye. Et il check donc quand il check la turn, par contre je mise. Et je m'attends à prendre le pot assez souvent face à ce type de joueur là dans cette situation. Voilà, donc je mise 74 dans 118. Donc voilà, sur la table numéro 2, j'hésite un peu, j'essaye de voir la meilleure ligne à prendre et je décide de payer. Alors, quand il check la turn par contre, là ça devient intéressant, quand il check la turn, il a jamais une grosse main, il a jamais un brelan. S'il avait un brelan, il aurait continué à miser la turn super souvent. Enfin, il y a très peu de personnes qui utilisent une ligne raise flop, check turn, bet river avec un brelan. Donc ici, quand il check la turn, je m'attends souvent à ce qu'il abandonne la main. Ou alors qu'il prenne une carte gratuite avec soit son flush draw, si jamais par hasard il avait un flush draw, ou une main type 8-9, 7-8 avec une gutshot avec laquelle il va essayer de trouver un de ses 4 outs. Alors à la rivière, on a une situation intéressante où le check est intéressant, mais ici je décide de faire tapis, c'est super fine.
Et d'ailleurs, je suis ouvert à toute remarque sur ce play là parce que c'est assez fine. En fait, j'essaie de faire tapis si vous voulez parce que, comme je l'ai dit au flop, c'est que je m'attends à ce qu'il, s'il a par exemple 7, 8, 8, 9, je m'attends à ce qu'il me raise au flop avec une gutshot. Ça ça m'étonnerait pas qu'il fasse ça avec ce type de main. Et du coup, maintenant qu'il y a un 8 hauteur à la rivière, si on fait check-check, je vais perdre parce qu'il aura une paire de 8 et que j'ai une paire de 6. Donc ici, je décide de faire tapis finalement pour lui faire folder un 8 si jamais il a quelque chose comme 7 et 8 ou 8 et 9. Et finalement, s'il a un flush draw, ça va. Enfin voilà, j'ai pas de value à prendre avec mon 6. Enfin, mon tapis, c'est évidemment pas pour value. Je m'attends pas à me faire payer par moins bien que le 6. Je pense qu'il a assez souvent rien du tout. Donc il va folder, quoi qu'il arrive. S'il a dame valet, il va folder. Et je vais également pouvoir lui faire folder un 8 si jamais il a un 8 à la rivière. Parce que je pense pas qu'il puisse me faire un hero call avec un 8 ici. Donc c'est assez fine en fait. Principalement, l'idée de ce shove, c'est lui faire folder une main 7, 8, 8, 9 qui aurait touché une paire à la rivière. Qu'il hésite un peu et finit par folder assez rapidement. Je suis ouvert vraiment à toute remarque sur ce coup là, c'est assez particulier le shove à la rivière. Et je suis voilà totalement d'accord sur le fait que ça soit super fine comme shove, mais je pense que c'était intéressant quand même d'en discuter. Et voilà, c'était plutôt intéressant comme move à la rivière. Alors sur la table numéro 4, je relance les 9 UTG plus 1, je me fais Insta 3 bet min raise par joueur au bouton. J'imagine que c'est un misclick. Je m'attends pas à ce que ce joueur-là me relance à 10 ici. Bon, par contre, avec les 9, je vais évidemment payer. Alors, je trouve un plutôt bon flop avec toujours une overpair avec mes 9. Donc, je vais payer une fois. Mais je vais souvent folder sur un second barrel face à ce type de joueur-là, qui a l'air d'être plutôt tight et qui aura souvent une overpair supérieur à mes 9 quand il second barrel cette turn. Surtout que là il mise 50 dans 52 donc il bet le pot à la turn et je décide d'abandonner avec mes 9. Aucune raison sur avec les 9 d'essayer d'attraper le joueur en train de bluffer. C'est un joueur super tight, c'est très peu probable qu'il bluffe. Il va bluffer de temps en temps évidemment, mais bon. Euh, c'est assez difficile de pouvoir payer jusqu'au bout avec les 9. C'est beaucoup mieux de folder je pense. Sur la table numéro 3, je vais relancer 5 et 8 suited au bouton si c'est foldé jusqu'à moi. Et par contre, je me fais 3 BT par joueur en small blind, donc ici, aucune raison de faire quoi que ce soit si ce n'est folder. Vous m'avez vu durant la vidéo faire tenter quelques moves, mais bon, d'une manière générale, il faut savoir que c'est des moves qui sont utilisés de manière très périodique face à des joueurs particuliers, et que la majorité du temps, il faut vraiment jouer de manière solide et plutôt, entre guillemets, assez straightforward, pas tenter des moves, etc. Donc ici, voilà, 5 et 8, rien d'autre à faire si ce n'est folder. Alors on va rester là pour la vidéo. Je me suis mis sit out sur la première table et sur les autres tables il n'y a aucune main intéressante qui va venir juste avant la fin de la vidéo. Donc maintenant on va passer à l'analyse Hold'em Manager. Alors donc ici vous avez le logiciel Hold'em Manager qui est disponible sur www.hold'emmanager.net. Vous avez l'adresse dans la barre en haut du logiciel. Alors j'imagine que vous êtes tous à peu près familiers avec un tracker. Je vous encourage vivement à en utiliser un qui va vous permettre de pouvoir traquer vos résultats, qui va vous permettre de pouvoir également avoir des informations sur vos adversaires, et également ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est pouvoir pouvoir évaluer votre jeu, pouvoir déterminer la manière dont vous jouez avec les chiffres disponibles. Donc bon, tout d'abord sur cette session en particulier, donc on remarque qu'on a eu plutôt une bonne session. Bon, c'est toujours plutôt pas mal. Au niveau du BB par 100, donc ici on a un BB par 100 incroyablement élevé, et c'est parce que c'est un échantillon de main beaucoup trop faible. Mais d'une manière générale, si jamais vous arrivez à avoir un BB par 100 supérieur
à 5 en small stakes, c'est que déjà vous commencez vraiment à crush la limite. Et voilà, vous pouvez vous poser la question de monter de limite. Mais bon, sur un échantillonnement aussi faible, vous allez pouvoir avoir des bonnes sessions qui vont vous donner des BP par 100 plus élevés. Mais bon, c'est pas très important ici. Alors, les chiffres sur lesquels on va s'intéresser aujourd'hui donc sont le VPIP, VPIP, PFR, préflop raise. Alors donc sur cette session j'ai joué 25.3, 21.5, donc ce qui indique que j'ai joué une main sur 4 et ça commence à devenir assez loose. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un joueur plutôt tight aura un VPIP de l'ordre de 16%. C'est vraiment un joueur qui a une sélection de mains très stricte préflop, qui joue vraiment assez peu de mains. Et un joueur loose, vraiment très loose, aura une VPIP de l'ordre de 30% en gros. Après vous avez toujours des joueurs qui ont des VPIP de l'ordre de, voilà, comme le joueur sur la table en bas à gauche qui a un VPIP de 80. Donc ici bon, c'est un joueur vraiment qui joue beaucoup trop de mains. Vous pouvez facilement imaginer le type de main qu'il peut jouer, c'est pas beau à voir. Mais d'une manière générale, voilà, ça va se tourner autour de ces chiffres-là. Au niveau du PFR, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il est conseillé d'avoir un PFR assez proche du VPIP, ce qui correspond au fait que vous allez rentrer dans des coups en les relançant, c'est-à-dire assez peu souvent limpé, même jamais limpé quasiment, et plutôt voilà, donc quand vous rentrez dans un coup, vous relancez, ça vous permettra d'avoir l'initiative, de c-bet la majorité des flops et de vous attendre à ce que vos adversaires fold la majorité du temps quand ils n'ont pas touché le flop, ce qui va vous permettre de gagner comme ça beaucoup d'argent. Donc un PFR assez proche du VPIP, c'est plutôt ce qui est recherché. Et je vais aborder maintenant au niveau des positions. Hop, voilà. Donc avec Hold'em Manager, vous avez un certain nombre de filtres. C'est un logiciel vraiment très complet. Je ne vais pas pouvoir aborder tout dans une vidéo tout de suite, mais on en abordera un peu plus tard dans d'autres vidéos. Et pour l'instant, on va se concentrer au niveau de l'onglet position. Alors, ce qui vous permet d'avoir les statistiques que l'on avait sur le rapport précédent dans chaque position. Et on remarque, alors plusieurs choses à remarquer tout d'abord. Bon ici, encore une fois, on a un échantillonnement assez faible, et ça serait intéressant que vous regardiez sur votre propre database et essayer d'en tirer les mêmes conclusions. Alors, tout d'abord, ce que vous allez remarquer sur un échantillon plus élevé de main, c'est que vous allez avoir des gains beaucoup plus importants en fin de position et des pertes en blind. La majorité du temps, des pertes en blind parce que c'est assez difficile de jouer en position et c'est beaucoup plus profitable de jouer en position. Donc ce qu'on peut également marquer, c'est que mon VPIP augmente avec les positions, c'est-à-dire que plus je vais être près du bouton, plus je vais jouer beaucoup de mains. On remarque au bouton, par exemple, je joue 44% des mains, quasiment une main sur deux au bouton. Bon, toujours les mêmes raisons, voilà, c'est la position, c'est super important, il faut jouer un maximum de coups en position. Et voilà, donc c'est ce que vous devez rechercher. Voilà. Alors, c'était Cyril pour limpers.com. Je vous dis à bientôt, bonne chance aux tables, bye bye.